On va parler de patrimoine et de fiscalité, justement, avec divers sujets que nous allons aborder, la donation, l'assurance vie, la succession, etc. C'est aussi une grosse partie de votre travail. Je vous propose la première question en micro-trottoir. Eh bien, ma question, je voudrais savoir que dans le cadre d'un décès, d'une succession, comment avoir par un notaire les bonnes informations pour préserver au niveau de le patrimoine mobilier et immobilier vis-à-vis de mes enfants et petits-enfants. Et puis, voir par la même occasion quand même l'aspect fiscal du problème. Voilà. Beaucoup de questions d'une là. Oui, il y a deux sujets. Ce monsieur s'inquiète, voilà, qu'est-ce qui se passe au moment de mon décès? Donc effectivement, il faut aller voir son notaire toujours en amont, ne serait-ce que pour prendre des conseils, savoir s'il y a besoin d'organiser la transmission de son patrimoine en donnant un bien à l'un de ses enfants et pas à l'autre, pourquoi pas, en organisant un partage de son vivant, de ses biens entre ses enfants, pourquoi pas, là aussi tout est possible, mais la question c'est, sur le plan civil, est-ce qu'il y a lieu de faire des choses avant le décès? Oui, pourquoi pas, tout dépend des configurations familiales, il faut toujours aller voir son notaire avant pour savoir s'il y a lieu de prévoir des choses ou pas. Après, ce qui est certain, c'est que l'autre sujet, c'est sur le côté fiscal, c'est que tout ce que vous n'aurez pas anticipé, tout ce que vous n'aurez pas donné de votre vivant, sera taxé à votre décès. Et qu'aujourd'hui, la loi dit, chaque enfant qui reçoit une part supérieure à 100 000 € devra payer des droits de succession, minimum 20% de sa part. Donc, effectivement, si on veut là aussi éviter le couperet fiscal des droits de succession, eh ben, il faut avoir anticipé de son vivant et aller voir son notaire au préalable pour savoir comment organiser au mieux la transmission anticipée de son patrimoine. Alors avant d'aller sur la deuxième question, parce que dans les questions, nous n'allons pas forcément aller très en profondeur sur cette question de la donation qui est importante, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui on est suffisamment renseigné en matière de donation? En fait, est-ce qu'on fait suffisamment souvent appel à vous pour être libéré de ces contraintes fiscales dont on voit qu'elles sont très lourdes? Oui, quand même, la plupart, je trouve que les gens sont plutôt bien informés aujourd'hui. La fiscalité, c'est un sujet qui préoccupe tous les Français. Et puis aujourd'hui, les gens sont quand même, via Internet, de plus en plus informés sur ce qui se passe. Alors sur Internet, on trouve plein de bêtises, mais on trouve aussi plein de bonnes informations. Sur les sites officiels de l'administration fiscale, on trouve les bonnes sources. Et les gens sont quand même très sensibles à ce sujet-là. Les Français ont quand même le sentiment souvent de payer beaucoup d'impôts durant toute leur vie. Donc de se dire qu'il faut repasser à la casserole, entre guillemets, en cas de décès, c'est souvent une situation qui peut les préoccuper. Je ne vous trouve pas, comment dirais-je, très tendre avec la fiscalité, alors qu'on a peut-être une image des notaires qui sont très proches des services fiscaux. Mais on est proche des services fiscaux. Après, c'est pas parce qu'on est proche des services fiscaux qu'on ne peut pas avoir de regard critique sur le sujet. On ne va pas faire de politique aujourd'hui, ce n'est pas l'objet. Il faut acquitter naturellement ses impôts et naturellement que les notaires appliquent les lois en la matière. Mais la fiscalité sur les successions est organisée de manière telle que, effectivement, il y a un certain nombre de mécanismes, mais qui sont aujourd'hui tout à fait tolérés par l'administration fiscale et admis, qui permettent d'anticiper dans les meilleures conditions. Parce que, notamment à l'occasion d'une donation, une donation génère aussi des impôts qui sont versés à ce moment-là à l'administration fiscale, et que je sache, personne n'y trouve rien à redire. Et ça, c'est votre rôle de conseil. C'est notre rôle, bien sûr. On va écouter la seconde question micro-trottoir qui a trait à l'assurance vie. Bonjour, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, l'assurance vie est-elle toujours d'actualité pour transmettre son patrimoine dans les meilleures conditions, et c'est-à-dire un petit peu hors frais de succession? Parce qu'aujourd'hui, le reste du patrimoine est plus ou moins taxé, donc est-ce que c'est toujours opportun d'investir sur ce support? Dans un contexte où les taux d'intérêt ont augmenté, etc. C'est vrai qu'on s'y perd un petit peu, et c'est vrai que le volet assurance vie, qui a été longtemps réputé pour être la clé de la défiscalisation, est-ce que c'est toujours aussi intéressant finalement? Alors la fiscalité n'a pas changé, ça reste toujours un produit intéressant fiscalement pour pouvoir transmettre de l'argent avec une fiscalité plus favorable que celle sur les successions classiques, oui bien sûr. Après, il faut être vigilant, la fiscalité sur les assurances vie, elle est assez complexe. Tout dépend de l'âge que vous avez au moment où vous versez les primes sur votre contrat. Il est évident que plus vous alimentez votre contrat à un âge avancé, plus vous allez perdre des avantages fiscaux à ce sujet-là. Donc les assurances vie, c'est un petit peu comme pour les donations, c'est plus on le fait de bonne heure, et plus la fiscalité en matière de successorale sera intéressante. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne paiera pas de droits de succession, c'est pas ça que ça veut dire.
Ah non, pas du tout, c'est pas totalement hors succession, ça l'a jamais été d'ailleurs, sauf de mémoire pour les très très vieux contrats d'assurance vie. Mais les contrats d'assurance vie récents, au-delà d'un certain plafond, sont assujettis à des droits de succession, bien sûr. Et vous en réglez encore énormément ou pas? Parce que c'est vraiment un produit que les Français ont beaucoup Oui, souscrit. bien sûr, c'est un produit qu'on rencontre extrêmement fréquemment. Oui, dans la quasi-totalité de nos successions, il y a des assurances vie, oui. Allez, sur cette question de la succession, qui est sans doute, on va dire, celle qu'on a le plus de mal à aborder quand même, parce que ça signifie un certain nombre de choses. On va voir dans notre public si on a des questions qui concernent ce thème. Bonjour. Bonjour. Michel. Peut-on déshériter ses enfants? Ah, peut-on déshériter ses enfants quand ils sont pas sages, ou quand on n'a plus envie de les voir? C'est possible ça? Pas tout à fait. C'est Ah. pas tout à fait possible parce que la loi prévoit ce qu'on appelle la réserve héréditaire. C'est-à-dire que la loi réserve une partie de votre patrimoine à vos enfants. Vous avez un enfant, il y a la moitié de votre patrimoine qui doit lui revenir. Vous avez 2 enfants, les 2 tiers du patrimoine doivent revenir à vos enfants. 3 enfants et plus, c'est les 3 quarts de votre patrimoine. Donc il y a finalement qu'un petit pourcentage de votre patrimoine que vous pouvez laisser à qui vous voulez, notamment à un de vos enfants parmi les autres. Donc déshériter totalement les enfants, si vous avez des biens, c'est pas possible. Une façon indirecte de les déshériter, c'est de dépenser tout votre argent. Ça, on le voit, non mais on peut le voir, des gens qui vendent en viager des biens à des tierces personnes et puis qui dépensent tout leur capital parce qu'ils veulent rien laisser à leurs enfants. C'est des situations à la marge mais qui peuvent exister. Il y a souvent le cas aussi des parents qui veulent plutôt donner plus à un enfant et moins à l'autre pour punir, entre guillemets, l'enfant avec lequel il y aurait de moins bonnes relations. Ça peut se faire, mais dans la limite d'un pourcentage qui est encore aujourd'hui par la loi très, très petit. Bien, donc message aux enfants, vous pouvez faire des bêtises, il y a de la marge. On va continuer sur la succession avec une autre question qui cette fois concerne la fin en fait. C'est bien ça. Bonjour maître, Bonjour. je m'appelle Romain. Et ma question est donc la suivante. Si je décède, de quoi hérite ma conjointe? Donc là, vous parlez de la conjointe, donc la femme mariée, hein, j'insiste, le mot conjoint, c'est vraiment réservé aux gens mariés. Si vous décédez et que vous êtes marié, tout dépend du point de savoir si vous avez des enfants communs avec votre épouse ou pas. La situation classique des enfants communs, pas de difficulté, votre épouse va hériter automatiquement de ce qu'on appelle l'usufruit de votre succession. L'usufruit, c'est l'usage, et les fruits. L'usage, c'est l'usage des comptes bancaires, l'usage de la maison. Les fruits, c'est, si vous avez un appartement qui est loué, c'est votre conjointe qui va hériter des loyers. En clair, pour votre conjointe, c'est la même chose que quand vous étiez là, finalement, d'un point de vue matériel. En revanche, s'il y a des enfants issus d'autres unions, là, si vous n'avez rien prévu, la situation, elle va être plus compliquée. Parce que votre conjointe ne va pas avoir droit à l'usufruit de vos biens. Elle va avoir droit à un petit pourcentage de votre patrimoine, mais qui ne sera pas protecteur de ses intérêts à elle, parce que ça ne sera certainement pas suffisant pour elle pour assurer ses vieux jours, et ce ne sera surtout pas protecteur des intérêts de vos enfants d'avant madame, puisque cette part qui échoue à madame, par définition, c'est une part que vos enfants que vous n'avez pas eu avec madame n'hériteront pas. Donc dans les cas de famille recomposée, il faut absolument aller voir le notaire pour mettre en place la protection en cas de décès qui soit adaptée, parce que la loi n'est précisément pas adaptée aux familles recomposées. Alors maître, vous avez insisté sur la terminologie, vous avez parlé de conjoint et uniquement de conjoint. Je reviens au pax, je reviens au concubinage. Dans ce cas-là, On n'hérite de rien. du tout. Rien. Oui, je l'ai dit, on n'hérite de rien. Paxé, concubinage, vous n'héritez de rien. Sauf si vous avez fait un testament. Entre les concubins, on oublie parce que c'est fiscalement pas du tout approprié. Il peut y avoir des testaments entre partenaires paxés, mais qui ne s'exécuteront certainement pas aussi facilement qu'un mariage en présence d'enfants. Pourquoi? Parce que je disais à Michel tout à l'heure, on ne peut pas déshériter ses enfants. Donc même dans le cas d'un pax avec un testament, si vous avez légué des biens à votre partenaire de pax dans un testament et que vous avez des enfants, ce seront de toute façon vos enfants qui prendront d'abord leur part et votre partenaire qui prendra ce qui reste. Donc en clair, en cas de présence d'enfants, à part le mariage pour garantir le conjoint, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions pour le protéger efficacement. Alors justement, on reste dans cette question de la personne qui partage notre vie, comme ça ce sera plus simple, on englobera tout le monde. C'est la question de la pension de réversion, qui est essentielle, puisqu'aujourd'hui les couples travaillent souvent, même quasiment tout le temps, mari et femme. Alors, qui peut bénéficier de la pension de réversion? Mon conjoint, mon concubin, mon conjoint pacsé ou pas? Vous avez commencé tout à l'heure un peu à répondre. Oui. La pension de réversion, c'est réservé aux gens mariés. Je parle du régime de base de la sécurité sociale. Mais sur ce régime de base, c'est exclusivement réservé aux gens mariés. Le concubin n'y a pas droit, le partenaire de pax n'y a absolument pas droit.
Là encore, zéro protection. Zéro protection. Mais, pardonnez-moi parce que c'est de l'étonnement. Mm. Comment on peut voir autant de personnes se mettre en couple, pacsés ou concubins, alors qu'ils ne sont absolument pas protégés? Parce que les gens ne sont pas forcément au courant enfin, notamment sur la réversion, les gens ne sont pas forcément au courant de ce que ça peut représenter. Et puis souvent, les gens que l'on rencontre, ce sont des jeunes couples, donc ils ne voient pas bien l'enjeu que ça peut représenter à l'âge de la retraite. Mais quand vous rencontrez des couples qui sont dans un âge plus avancé de la vie, c'est des sujets sur lesquels ils sont extrêmement sensibles. Après, il y a des tas de gens aussi qui ne souhaitent pas se marier parce que c'est des gens qui ont vécu des divorces ou des séparations précédemment compliquées à gérer et qui ne veulent pas repartir là-dedans. Donc là, c'est plutôt des gens qui vont être dans une situation de précarité assumée, si je puis dire. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de réponse toute faite à ce type de questions. Tout dépend de la personne que vous avez en face de vous et de sa configuration familiale. Bien, merci beaucoup. Pour l'instant, sans faute. Hein. Et je pense que ça va se passer comme ça jusqu'au bout. On va rester sur une question qu'on a prise sur le web et qui concerne la donation. Alors ça, c'est une question où on pourrait faire je pense qu'on pourrait faire une journée dessus, qu'on n'en aurait pas fait le tour. Elle est simple. Comment on formalise une donation en liquide? Parce qu'on peut, jusqu'à une certaine somme, que vous allez nous repréciser. Comment on formalise cette donation d'une somme d'argent à ses enfants? Il y a la façon simple et pas chère qui consiste à remplir un imprimé fiscal que chacun des enfants va retourner à l'administration. On peut donner en argent 100 000 € tous les 15 ans, plus de manière exceptionnelle 31 865 € tous les 15 ans aussi. Donc en clair, 131 000 € par enfant tous les 15 ans. La façon simple et pas chère, je disais, c'est l'imprimé fiscal. C'est simple parce que c'est juste un imprimé CERFA à remplir. C'est pas cher parce que vous l'envoyez à l'administration et ça ne vous coûte pas de frais. Le problème, c'est si vous avez plusieurs enfants et que vous leur avez donné à chacun le même montant le même jour, ils sont sur un pied d'égalité à l'instant T où vous leur avez donné, mais au moment du règlement de votre succession, eh bien, ils ne seront pas sur un pied d'égalité parce que la loi dit que l'enfant qui a investi l'argent, c'est comme s'il avait reçu finalement plus que ce que vous lui aviez donné. Puisque l'argent que vous lui avez donné, il l'a fait fructifier. Donc comme il a reçu plus, eh bien, il prend moins sur ce qui vous reste que son frère ou sa sœur qui aura dilapidé l'argent, entre guillemets. Donc à ce moment-là, si on veut éviter ce mécanisme de réévaluation de l'argent donné, eh bien, on conseillera au client de faire une donation partage de somme d'argent devant notaire. Et à ce moment-là, ça coûte des frais. D'accord. Je vais aller un peu plus loin. Quand on parle de ces enfants, c'est quel que soit le régime matrimonial? Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça, les règles, de toute façon, les règles de transmission successorale sont les mêmes que vous soyez en séparation de biens, en communauté, quel que soit votre régime matrimonial. Ça n'a rien à voir. Et si on est concubin? C'est la même chose. Et si on est pacsé? C'est la même chose. Les enfants sont protégés? Les enfants sont toujours protégés, ouais. D'accord, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc c'est bien une question entre conjoints, enfin entre membres du couple. Ouais, d'accord. Absolument. Très bien. Une question qui semble désuète, mais qui est malgré tout assez réelle et dont on a beaucoup parlé, c'est le testament. Alors, quand on vous écoute, on voit que tout est réglé par la loi, etc. Et malgré tout, si j'ai envie de faire quelque chose de particulier et de l'écrire, bon, je vais faire un testament. Comment ça se rédige? À quoi ça sert en fait? Donc pour faire un testament, ce qu'on va déconseiller, c'est de faire un testament chez soi, qu'on rédige à la main, un petit peu n'importe comment, et qu'on range dans le tiroir de sa cuisine. Ça, on va le déconseiller. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas foi de l'identité de la personne qui l'a écrit. On n'est pas sûr qu'il puisse être conservé correctement, et surtout, on n'est pas sûr qu'il soit rédigé correctement. Donc s'il n'est pas rédigé correctement, il ne pourra pas s'exécuter. Donc pour faire un testament, il faut aller voir son notaire. C'est pas très cher. Je pense à moins de 200 €, vous pouvez faire un testament. Et surtout, le notaire va s'assurer de la conservation du testament. Tous les testaments sont enregistrés sur un fichier national. Les originaux sont conservés dans un coffre-fort dans chaque étude. Et surtout, le testament fait bien foi de l'identité de celui qui l'a écrit et surtout de sa capacité intellectuelle au moment où il l'a écrit. Donc c'est très important. Mais vous avez expliqué que je ne pouvais pas déshériter mes enfants. Donc il y a un cadre. Qu'est-ce que je peux écrire finalement dans ce testament? Vous avez le droit, par exemple, de partager vos biens entre vos enfants. Vous avez le droit de dire que le pourcentage des biens dont vous pouvez librement disposer, je ne parle pas de ce qui revient obligatoirement à vos enfants, je parle du reste, il y a ce petit pourcentage, vous avez bien le droit de le léguer à qui vous voulez. Vous avez par exemple des gens qui n'ont pas d'enfants, qui souhaitent faire des legs à des associations, à des gens de leur entourage. Donc, à chaque étape, si je puis dire, de la rédaction du testament, il faut bien que vous ayez les conseils du notaire pour vous expliquer si sur le plan civil c'est possible ou pas, et sur le plan fiscal, quelles en seront les conséquences. Alors, il nous reste 3 minutes. Alors, je sais que c'est une question qui est extrêmement vaste, mais je vous la pose quand même. En résumé, dans une famille, on va dire mariée, je prends un cadre très simple, hein, je ne vais pas vous faire un croc en jambe à la fin quand même.
couple marié, 2 enfants, Oui. qui hérite de quoi? Je décède, hein, je choisis, je pars en Mhm. premier. Qui hérite de quoi finalement? Bah, tant que votre conjoint survivant est toujours là, c'est le conjoint qui va avoir l'usufruit de vos biens. Donc en fait, les enfants vont hériter de ce qu'on appelle la nue propriété de votre part, c'est-à-dire qu'ils hériteront de votre part, mais qu'au décès du parent survivant. Les enfants n'héritent concrètement de rien au décès du premier des deux du couple. Les enfants ne commencent à pouvoir toucher véritablement matériellement leur héritage qu'au décès du dernier des deux parents, sauf si le parent survivant, après le décès du premier, décide de faire un partage anticipé de la succession, mais c'est quand même le conjoint survivant qui décide, c'est pas les enfants. Le fait qu'il conserve l'usufruit le protège parce qu'il peut continuer à vivre normalement. Il est maintenu dans son cadre de vie, c'est comme si le décès n'avait pas eu lieu. Et il n'y a Oui. aucune possibilité, je ne pose pas la question Mhm. pour inciter qui que ce Mhm. soit à le faire, mais il n'y a aucune possibilité pour les enfants de réclamer, par exemple, Non. son bien, il faut vendre parce que je veux... Juridiquement, c'est pas possible. Juridiquement, c'est pas possible. Attention, ce que je vous dis là, ça vaut dans les familles qui sont des familles sans recomposition. Les familles avec recomposition, la situation est beaucoup plus complexe et il peut y avoir des questions d'indivision entre le survivant et les enfants de l'autre qui peuvent être assez explosives. Donc il faut bien les anticiper. Alors, sans faute, avec une remarque de ma part, mais effectivement, elle ne vous concerne pas, vous vous en doutez, c'est qu'on aura bien compris que ces sujets sont extrêmement complexes. Et c'est évidemment le sens de cette émission qui s'achève. Et je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez participé à notre micro-trottoir. Et merci à notre cher petit public. La chose à retenir, maître, c'est que dans un univers aussi complexe, le mieux, c'est quand même... C'est quand même d'aller voir son notaire, puisqu'il n'y a pas de réponse toute faite. Tout est du sur-mesure, donc allez voir votre notaire. Maître Aurélie Bouvier, je vous remercie. Je vous Merci. dis à une prochaine fois ici même avec ces questions du public, de nos lecteurs et celles que je peux gentiment vous poser et auxquelles vous répondez toujours. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine émission avec les notaires de la Drôme, de l'Isère et des Hautes-Alpes. Au revoir, merci.